two, three, fight! You win! Eh ben, bonjour à tous. Alors, je m'appelle Audrey. Moi, c'est Guillaume. Mais si vous retenez pas, vous pouvez nous appeler Tic et Tac, ça marche aussi. Aujourd'hui, on va parler de la migration d'une application existante en Java vers Kotlin, parce que comme on est des gueudins, c'est ce qu'on a fait. Et c'était très drôle. C'est pour ça que... Alors, je suis désolée, j'ai des problèmes de voix. Donc, par moments, ça va faire un peu Jeanne Moreau. Je suis désolée. Alors... avant d'attaquer dans le vif du sujet, on va vous donner un petit peu de contexte pour que vous compreniez pourquoi on s'est lancé là-dedans. Donc nous, on travaille pour Sagi, et Sagi a un produit qui s'appelle le Data Fabric. Et je suis désolée pour ceux qui étaient là hier, ça va faire un petit peu redondant, mais vous inquiétez pas, c'est juste les deux premiers. Donc Data Fabric, ça a commencé avec un produit qui s'appelle le Manager, qui a été lancé en juillet 2015. Et puis, un petit peu plus tard, en janvier... Fin 2016, en tout cas, on s'est dit, tiens, je pense qu'il y a besoin d'un produit, puisque le manager, il est à destination des data scientists et des data engineers, et on s'est dit qu'il y avait le besoin pour un produit qui était plutôt à destination des gens côté business. Et donc, on a travaillé sur un projet qui s'appelle Gouvernance, qui était en bêta pendant 3 mois. C'est un projet qui a été lancé en Java 8, en Spring Boot et en Angular, et qu'on a présenté au salon du Big Data en 2017. Et ce produit a effectivement créé un certain engouement. Donc on a décidé de l'industrialiser, d'en faire un vrai truc. Et donc on a monté une équipe, l'équipe de choc. Et puis pendant plusieurs mois, on a travaillé à rendre ce qui était finalement un prototype, à en faire un vrai produit. Ça a donné une version 1.0. Donc nous, on est un petit peu fans de DDD. Ça correspondait bien à nos besoins dans Gouvernance. Donc on a mis en place du DDD, du CQRS, de l'event driven. On est assez fan de programmation fonctionnelle également, donc on en a mis un peu partout. On a mis du faveur pour faire les choses proprement, parce que bon, Java 8 est très bien, mais vous le savez aussi bien que moi, ça n'amène pas tout. Et puis, quelques mois très peu de mois se sont passés avant qu'ils prennent tous les développeurs, ils les mettent au vert pour aller réfléchir sur la version 2 du produit. Et quand on a réfléchi à cette version 2, et qu'on a décidé qu'on allait avoir besoin de nouvelles applications et qu'on allait avoir besoin de microservices pour certaines choses comme la sécurité par exemple, on a décidé de basculer sur une architecture micro-fontaine, ça c'est ce que vous avez peut-être vu hier avec moi, et surtout on s'est dit on va aligner les stacks de manière à ce que l'on puisse finalement passer d'un projet à l'autre, que si un développeur a envie de travailler à un moment sur la gouvernance, il puisse y aller parce que c'est les mêmes stacks partout. Donc, on a fait le choix tous ensemble de partir sur du Spring Boot toujours, du Kotlin pour le back et du React pour les fronts. Alors ça, c'était super bien pour ceux qui allaient, les petits copains qui allaient commencer les nouvelles applications. Sauf que nous, on avait notre gros bébé là, en Java 8. Puis il était gros le bébé. Alors on n'allait pas pouvoir le migrer comme ça. Surtout que, évidemment, on avait déjà une roadmap longue comme le bras. Hein. Il y avait plein de choses qu'on devait livrer. Donc on n'a pas pu attaquer la migration tout de suite. Nous, on l'a attaqué en juillet 2018. Donc il y a eu une période pendant laquelle on était mixte en Java et en Kotlin. Et puis très rapidement, il y a un truc qui est arrivé assez intéressant, c'est que dans le courant de cette année 2018, on s'est rendu compte qu'il allait falloir qu'on soit capable de déployer la plateforme sur des cloud providers. C'est-à-dire que jusque-là, on avait nos propres data centers. Il y avait un manager par data center, mais gouvernance, tous les clients ne voulaient pas au départ, etc. Donc gouvernance, ça s'installait vraiment sur la plateforme du client. Ça marche moins bien quand vous êtes sur un cloud provider, du coup, ou quand on fait du on-premise. Et donc, il a fallu que gouvernance devienne multitenant. Et c'est le chantier qu'on a entamé juste après. Donc en août 2018, on a commencé à refactorer l'application pour qu'elle devienne multitenant. C'est un chantier qu'on a terminé en octobre. Et comme c'était pas assez, parce qu'entre deux, Kubernetes est passé par là, donc Kubernetes all the things, on était, gouvernance se déployait en fait via Ansible dans du Mesos et du Marathon, et il a fallu qu'on passe sur un déploiement en Kubernetes.
Voilà, donc tout ça nous a pris un petit peu de temps, ce qui fait que notre migration ne s'est achevée qu'en mars. Voilà, quoi, ce mois-ci. Pas les hérons les plus rapides du monde, clairement. Je pense que dans la nature, ils font mieux. Voilà, ce qui fait que depuis mars, c'est tout frais, ça fait peut-être 2 semaines. On a une application qui est full Kotlin, Spring Boot, et bon, j'ai pas eu le temps de tuer le front Angular, donc il est toujours là. Oui, je troll. Écoute. Alors, les bénéfices qu'on attendait de cette migration, ils étaient multiples. Le premier, c'est que l'avantage de passer d'un langage, enfin de Java à un langage qui tourne sur la JVM, c'est que vous allez pouvoir faire une migration en flow continu. Il n'y aura pas d'effet Big Bang, il n'y aura pas un moment, alors on va tout mettre en pause pendant 2-3 mois et on va rien vous livrer parce qu'on va tout migrer. Non, du coup vous le faites au fur et à mesure et ça se passe bien. Ça nous permettait de nous aligner sur le reste de la stack, ce qui, comme je vous le disais tout à l'heure, permet en fait, déjà c'est plus simple pour les merge requests, tout est dans les mêmes langages, ça fait que si les petits copains veulent nous donner un coup de main, ils peuvent venir. Bon, je vous ai parlé tout à l'heure, j'ai utilisé des gros mots, j'ai dit DDD, CQRS, event sourcing, tout ça, enfin event driven, parce que plus précisément on est event driven. Alors c'est super bien, par contre en Java, c'est méga verbeux. Vous vous retrouvez avec des classes, je ne vous raconte pas. Et donc l'intérêt, c'est vrai que c'était un autre des bénéfices qu'on attendait, c'était d'avoir un code qui soit un peu plus lisible, qu'on réduise pas mal le boilerplate. Et comme on avait mis du fonctionnel de partout, et que Java fait bien le boulot, mais Kotlin le fait encore mieux, on savait que ça allait mieux se passer de ce côté-là. Ouais, juste pour parler de la migration en flux continu, ce qui s'est passé, c'est que, en gros, dès qu'on avait une nouvelle fonctionnalité, on l'a développé directement en Kotlin. T'es en train de me casser mon slide après, toi. Ça va, je te dérange pas? Excuse-moi. Tu veux que je... Non, je pensais que tu l'avais oublié. Vas-y, c'est bon. Non, mais le mec, vous avez vu le niveau de confiance? Sympa. Donc la démarche, parce qu'effectivement, on n'attaque pas une migration comme ça, bille en tête, machin, on planifie un petit peu les choses. Tous les jours. On l'a fait en 4 étapes. Et la première étape, c'est qu'on a mis en place une compilation mixte. C'est-à-dire qu'on compilait à la fois le Java existant et on était capable de compiler du Kotlin. À partir de là, on s'est posé une règle, donc c'est à partir de juillet. On s'est dit, à chaque nouvelle fonctionnalité qu'on développe, toutes les classes auxquelles on touche, on les migre. Et toutes les nouvelles classes qu'on développe, on les migre. Et bien évidemment, ça vaut pour les tests. Néanmoins, une fois que vous avez fait ça, à un moment, ce qui va se passer, c'est que vous savez très bien qu'il y a des classes dans votre application, notamment les classes du domaine, les POJO. Celles-là, elles bougent moins que les autres. Celles-là, en général, vous ne retournez pas les voir, ou les classes de configuration, loading, les trucs comme ça. Donc, à un moment, il va falloir se dire, là, je vais prendre 3-4 jours, je vais me faire une grosse tâche et je vais migrer tout ce qui reste. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez supprimer la compilation Java et vous êtes en full Kotlin. Et alors, en parlant de compilation, justement, parce que moi, je ne pète pas les slides du copain, moi. Quand on était en Java Spring Boot, au niveau, donc on utilise Maven de notre côté, on avait à peu près ça dans la partie build de Maven. Donc juste l'appel du plugin Spring Boot et il faisait le boulot tout seul. Quand on est passé à la compilation hybride, voilà. À peu près le même niveau de complexité. Donc ça, c'est pas exactement ce que nous on fait, c'est les préconisations de Kotlin, mais en vrai, c'est la même. Il va falloir définir la compilation, dans la partie build, le plugin pour la compilation en Kotlin, la même chose pour Java. Vous allez pouvoir définir les répertoires dans lesquels se trouvent vos différentes sources. Donc là, vous allez avoir la possibilité de soit tout mixer, donc mettre du Java avec du Kotlin, soit bien séparer les deux dans des packages différents. Pareil pour la partie test. Il va falloir penser côté Java à désactiver le default compile pour pas qu'il vienne foutre le bazar. Et surtout, il ne va pas falloir se tromper dans l'ordre dans lequel vous allez appeler les plugins, parce que sinon, ça se passe beaucoup moins bien. Il a essayé, ça s'est pas bien passé. Non, je confirme. Donc voilà, donc oui, tout de suite, un petit peu plus verbeux, sachant qu'en plus, comme on est en Spring Boot, il a fallu rajouter les petites libs qui vont bien pour Kotlin en plus, donc le support JDK8, la dépendance pour Kotlin Reflect, on va voir pourquoi juste après, évidemment Volib Jackson, donc il y a déjà quand même pas mal de libs qui sont dispo en Kotlin. Et donc du coup côté build,
il a fallu appeler. Donc JetBrains propose un plugin pour Spring. Et il y a un petit truc sympa là, c'est qu'en Kotlin, vos classes par défaut, elles sont final, et quand vous faites du Spring, voilà quoi, la partie magique, elle n'opère plus trop. Donc il y a une dépendance qui va en fait réouvrir toutes vos classes et faire sauter la protection que Kotlin a mis pour pouvoir réinjecter les dépendances et tout ça. Comment ça se passe avec Gradle? Vachement plus simple en fait. Parce que Coucou déjà... Cédric, je ne sais pas si tu es là. Mais en gros, il y a un plugin qui est disponible. Donc vous avez juste à appeler le plugin. Il gère automatiquement la compilation hybride. Vous pouvez aller redéfinir, si vous voulez, vos répertoires dans lesquels se trouvent vos sources, mais par défaut, il va considérer que il va aller chercher dans des répertoires /Kotlin, /Java, et il va essayer de trouver les deux automatiquement. Il va faire tout ça tout seul comme un grand. Et il y a juste en fait à aller spécifier votre cible de JVM, et ça se fait tout seul. Chez Gradle, ils sont même allés plus loin, c'est qu'en fait, vous pouvez même écrire votre build en Kotlin, puisqu'ils ont un DSL Kotlin en fait pour. Donc un petit peu plus simple quand même. Bon, en gros, ça se passe comment? Ça se passe bien la plupart du temps. Ouais. On regarde ça? On regarde ça. Allez, c'est parti. Donc on va faire en fait une migration, quelques exemples de migration avec vous. Donc appli Spring Boot, du Spring, un service très simple avec une injection d'un DAO dans le service par constructeur, une classe qui va aller chercher avec ce DAO une configuration, et qui va en fait renvoyer une config par défaut si jamais il n'y a rien qui a été persisté. Et puis la même chose pour des settings d'utilisateurs. Rien de très très compliqué, mais une classe comme on en trouve beaucoup en fait dans les applis. Donc on utilise IntelliJ de JetBrains. Il s'avère que Kotlin est développé par JetBrains, donc forcément on a quelques facilités pour la migration, à savoir qu'on a carrément un outil qui va nous permettre en un raccourci. Alors là, il vous prévient que votre classe elle est utilisée, Voilà. que donc peut-être vous allez avoir des effets de bord, etc. Bon. Donc voilà, j'ai juste appelé un raccourci et c'est en Kotlin. Et ça compile. Oui, ça compile. Je retrouve tout ce que j'avais. J'ai mes optionals qui sont là. Un petit truc à noter, c'est que il a vu que qu'il y avait une méthode qui s'appelait getApplicationSettings. Donc il s'est dit c'est peut-être un attribut de classe sur lequel on a un getter particulier. Et donc, il nous a proposé de définir application setting comme un attribut de classe avec un getter qui fait ça. Si jamais ça ne vous convient pas, en fait, simplement, l'IDE va vous proposer de retransformer cette propriété en fonction et vous vous retrouvez dans le même cas qu'avant. Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait pour getUserSettings? Parce qu'en fait, on renvoie un optional, donc il l'a pas détecté automatiquement. Voilà. Parce qu'en fait, vous savez que normalement, dans des attributs de classe, il ne vaut mieux pas mettre un attribut comme étant un optional. Ça vous est spécifié. Ils nous l'ont bien dit. Ok, si je prends un deuxième exemple, oh là, j'ai tout ça ouvert. Un contrôleur. Non, tu veux pas? Bon, c'est pas grave, on va passer par là. Un contrôleur, donc toujours pareil, hyper classique, beaucoup d'annotations, les annotations de Spring pour notre S-controller. Des annotations pour de la documentation Swagger. Après, les petites annotations classiques pour dire que si on fait du post, si on fait du get, voilà. Une injection d'un service via AutoWired. Un logger. Et puis en bas, une fonction qui fait du streaming de données en CSV. D'accord ? Donc, rien d'hyper évolué. Qu'est-ce qui se passe? Ça se passe encore plutôt pas mal. Alors là, on voit qu'on a des erreurs de compile. Et en fait, lorsqu'il a transformé le code de Java en Kotlin, il a essayé de venir respécifier les types
alors qu'en fait, en vrai, on n'en a pas besoin. Le moteur d'inférence fait ça très bien tout seul. Donc la seule chose que je vais faire, c'est retirer le typage qu'il a essayé de mettre pour moi, et puis je vais laisser faire le moteur d'inférence. L'avantage de ça, c'est qu'en plus, je vais rendre mon code un petit peu plus lisible. Je vais éviter d'avoir du bruit. Donc voilà. Autre chose qu'on peut voir, c'est que je crois que j'ai juste, je sais plus où, juste au-dessus. Voilà, ici, là, j'ai un query service avec 2 points d'exclamation. Bah oui, il est nullable. Ouais, il me dit qu'il peut être nul. En fait, comment est-ce qu'on va le faire quand on fait du Spring? On va dire que ça peut pas être nul, mais qu'en fait, c'est ce qu'on appelle une let init var en Kotlin. En gros, c'est une variable qui va être instanciée plus tard. Et en effet, elle va être instanciée par Spring au moment de l'injection. Donc voilà. Et à partir de ce moment-là, il ne va plus considérer que je peux cracher sur du nul. Donc je vais pouvoir retirer mes points d'exclamation qui traînent là. Bon voilà, en fait, ça se passe plutôt pas trop mal. Après, c'était des trucs assez simples quand même. Ouais, il y a des fois où ça se passe un tout petit peu moins bien, et notamment quand on veut jouer avec des data classes. La data class, en fait, c'est une classe qui va représenter des données, qui va représenter un objet, qui donc par défaut est immutable, hein, parce que vous n'êtes pas censé aller toucher ce qu'il y a là-dedans. Et ce qui est sympa en Kotlin, c'est que la data class, elle embarque d'office, elle va implémenter object et equals et hashcode pour vous. Parce que vous êtes des gens sérieux et vous réimplémentez equals et hashcode, bien entendu. Et donc là, on a ce nouveau type dans Kotlin. Et alors, on va prendre une première classe, donc un POJO qui s'appelle Record Entry. Record Entry, c'est un retour d'une requête, en fait. Donc on voit qu'il a 2 attributs de classe qui sont final, une clé, une valeur. Un equals, un hashcode, 2 getters, hein, parce qu'on l'a forcé immutable, donc il n'a que des getters. Donc il est totalement éligible à une data class. Alors on va le migrer. Et... Oh bah non. Eh ben ouais. Pourquoi il a pas dit que c'était une data class? Ouais, il sait pas tout faire quand même. Voilà, il sait pas tout faire, donc c'est pas grave. On va juste lui dire ça. On va enlever ça parce que ça, ce n'est plus nécessaire vu que c'est géré par la data class Kotlin. Et là, on voit qu'on a un point d'interrogation qui est arrivé. C'est parce qu'il a vu que notre value, elle était nullable. Il se peut que la requête ne réponde pas de valeur. Donc dans ce cas-là, il l'indique. Il met un point d'interrogation. C'est quand même vachement moins verbeux. C'est pas mal. On va prendre un autre exemple. C'est concis, hein. Ah non, c'est concis, le résultat est concis. Je sais pas si tu parlais de moi du résultat. Non, du résultat. On va prendre un autre exemple. On va prendre un exemple avec des génériques. Et alors là, cette classe, elle est un petit peu différente puisque celle-ci, elle est un petit peu moins propre. Hein. Les variables sont pas final. Elle a des getters et des setters, dont 2 qui n'ont pas l'air d'être utilisés d'ailleurs. Mais malgré tout, elle reste complètement éligible pour être une data class. Ouais, donc là, on lui en veut pas s'il nous la transforme pas en data class. Ouais. On lui pardonne. Ouais. Bon, effectivement, elle n'est pas passée en data class, hein, puisque comme c'était pas final, il nous a fait des vars. Alors, ce qu'on va faire, c'est que nos vars, on va les remonter dans le constructeur pour commencer. On va supprimer tout ce qui nous sert à rien. On va lui dire que c'est une data class. Et alors, moi, j'ai un truc qui me gêne là. Ouais, ça m'énerve. Il y a un truc qui te pique là. Quand je vois ça en code review, je deviens. En général, il mord. Je me fâche. Alors là, voilà, je pense que c'est ça qui lui plaît pas. Parce que, effectivement, pour notre dataset size, il a bien pris la valeur par 0 longue, mais avant, ce qui était fait, c'est que la liste, elle était nulle et que nous, on n'aime pas tellement les nuls. Non, je préfère qu'elle soit vide, en fait. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire. On va tout simplement remplacer ceci par une empty list, puisque Kotlin nous donne la possibilité de déclarer directement des listes immutables vides, des collections vides. Et puis, on va pouvoir enlever notre new label. Et là, ça va mieux, tu respires. Attends, je te les mets en val. Voilà. Et puis comme ça, on n'aura pas le droit d'y toucher vraiment. Voilà. Et là, ça y est, il est détendu, il est heureux. Ça va mieux. Ouais, ça va mieux. J'en prends soin, il est plus tout jeune, vous savez, alors... Si on prend un autre exemple un petit peu plus costaud, c'est une classe qui est on a implémenté quelques fonctions pour gérer nos commandes et nos requests, du côté CQRS. Donc on a une classe qui va nous renvoyer le résultat d'une commande, donc savoir si cette commande s'est bien passée ou pas. Donc forcément, elle va prendre l'agrégat qui
sur lequel elle porte. Donc l'agrégat, en fait, c'est le type d'objet qu'elle va aller tenter de modifier, cette commande. La liste des événements qui ont été générés ou qu'elle va elle-même générer. Et puis l'action, en fait, c'est le résultat de si ça s'est bien passé, pas bien passé, cette commande. Donc on a un certain nombre de constructeurs qui vont nous permettre de créer un résultat à partir d'un agrégat, de créer un résultat qui est en erreur, en fait, avec un throwable. Donc on voit là déjà qu'on a un aggregate nul qui est passé. Après, on a un constructeur qui va nous permettre de créer un agrégat avec des événements, et puis un qui va créer un résultat à partir d'un autre résultat. Et puis en bas, on a aussi quelques autres. On a des fonctions statiques qui en fait sont des petites fonctions helper pour construire plus facilement nos résultats. Donc on a un off qui prend juste un agrégat, on a un failWith qui prend du coup la throwable qui va appeler le constructeur en cas d'erreur. Et puis on en a deux autres, une qui prend juste un événement et puis l'autre qui prend une liste d'événements. D'accord ? Donc là c'est juste pour vous donner un petit peu de contexte. Donc quand on demande à migrer ça, donc là il nous dit voilà, qu'elle est toujours utilisée, que ça peut avoir un impact à côté. Alors, ouais, ça se passe un peu moins bien. Donc on a le même problème qu'on a vu un peu tout à l'heure, c'est-à-dire que on a essayé d'en faire un peu trop. Alors là, vous voyez, c'est pas list empty, c'est parce que dans cette classe on utilise les collections Waver. Donc il nous les a retransformées en collections Waver. Il n'a pas cherché à changer le type de la classe. Donc Parce qu'il était impératif que sur cette classe les collections soient immutables. Voilà. Donc on a utilisé les collections Waver partout. Donc mon agrégat, moi je le veux pas nul. Donc évidemment ça va poser un petit problème avec mon constructeur là qui attendait un nul. Comme je sais que c'est jamais utilisé, je vais me permettre de faire quelque chose, c'est-à-dire que je vais dire que c'est en fait mon agrégat, ça va être any, qui est l'équivalent de object en Kotlin, et en fait je vais le caster en taggregate parce que de toute façon je ne vais pas l'utiliser. Donc ça c'est pareil, je vais virer mes événements qui ne me servent à rien. J'ai encore un peu de bruit en bas puisqu'il attend un taggregate qui peut être nul, je n'en veux pas. Bon. Mais ce qu'on voulait vous montrer dans cette classe qui donc utilise... Alors si, tu as un companion object là. Ah oui, j'ai un companion object. Vous voyez, quoi toutes les classes statiques, toutes les méthodes statiques qu'on avait là en tant qu'helper ont été migrées dans le companion object. Donc c'est des classes qui sont accessibles, comme vous le faisiez avant, avec le nom de votre classe, point, et directement, sans avoir à instancier l'objet. C'est la manière de faire en Kotlin. Tout à l'heure, je ne suis pas repassé dessus, mais quand on avait le logger généralement, se retrouve toujours dans le companion object également. Alors, encore du rouge quand même. Hein. Ouais, il y a du rouge. Il y a du rouge. Pourquoi il y a du rouge ? Parce que là, il me dit que en fait, il a trouvé une fonction de try taggregate alors qu'il attend un supplier. Ouais, alors ça, il sait pas faire. À la migration, il nous a pas transformé notre supplier. Voilà, il nous a pas gardé notre supplier et il nous a dit, il a transformé ça en fonction. Qui prennent rien et qui renvoient quelque chose. Il me semble que en fait, c'est juste la définition d'un supplier, mais je peux me tromper. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller modifier tout simplement le paramètre qui est pris dans la méthode qui est appelée, et puis je vais dire, je prends rien, et je retourne un try de taggregate. Donc en fait, je suis en train de changer le paramètre de ma fonction pour lui dire que je prends une autre fonction qui ne prend pas de paramètre et qui va me retourner quelque chose. Et là, c'est plus du get, on va invoquer la fonction qu'on a passée en paramètre. Bon, c'est toujours rouge, c'est normal, parce que la fonction ici nous renvoie toujours un supplier, donc on ne change pas une équipe qui gagne, on va juste remplacer ce supplier par une fonction qui ne prend pas de paramètres et qui renvoie quelque chose. Au-dessus, on voit qu'on a un consumer. Pareil, ça en fait on n'en a pas vraiment besoin. Un consumer, c'est quoi ? C'est une fonction qui prend quelque chose,
puis qui va le consommer, mais qui va rien renvoyer. Donc, on va renvoyer unit, l'équivalent de void. Et donc, on va invoquer ça. Mais par contre, là, c'est toujours en erreur. T'aurais pas oublié un truc? Non, j'ai pas oublié un truc, mais dans la conversion, là, il m'a pas changé mon type. Et en fait, j'ai un check runnable. Check runnable, c'est une classe qui vient de Waver, qui permet de tester des fonctions et de renvoyer un try quand ça se passe bien ou pas. Donc là, je vais juste rappeler, dire que c'est un check runnable et tout va bien. Et puis là, j'ai toujours un problème, c'est que maintenant que je lui ai dit que moi je prenais un consumer sous forme de fonction directement et pas d'objet, et il va falloir ici que je transforme mon consumer en fonction de... voilà. Et donc voilà, donc là on avait une classe qui était un petit peu plus trapue avec des génériques et tout, et en fait ça se fait plutôt pas trop mal. Bon, donc en fait c'est tranquille la migration de Java vers Kotlin. Ouais, t'es sûr? Tu es sûr que tu veux que je te tienne ton micro? Je te sens pas là. Ouais, parce que moi je suis pas sûr que ça se passe tout le temps bien. En fait. Moi je crois que je vais te retirer le micro, moi. Non, je m'en fous, j'ai une voix de marchande de poissons, ils m'entendront jusqu'au bout. Alors regarde, on va aller voir un truc là. Mais pourquoi cette classe? Ouais, j'aime beaucoup cette classe, c'est toi qui l'as écrite. Il était en forme ce jour-là. Ça c'est dégueulasse. Je croyais qu'on disait pas non. Fais un guide blend, vas-y direct quoi. Ah non, pas besoin, je sais que c'est toi. Alors. Ah l'ambiance. Dans gouvernance, on permet aux utilisateurs de mettre des métadatas sur leur dataset de manière à explorer leur lac de données, à les documenter et à les retrouver. Et il va bien falloir à un moment qu'on leur permette de faire des requêtes un petit peu complexes. Donc on a plusieurs paramètres à ces requêtes, on a domaine, provenance, label, etc. Et comme nous, les métadatas sont stockés dans un Mongo, eh bien, il faut qu'on reconstruise une requête Mongo cohérente, une requête un petit peu complexe. Et donc là, le monsieur, il s'est dit « Ah, mais trop bien, on va faire de la composition de fonctions !» Bah ouais. Voilà. C'est pas normal. Ouais. Alors non, à sa décharge, d'abord, c'était complètement testé. Donc c'est juste qu'effectivement, de prime abord, ça pique un peu les yeux. On est entre nous, on peut se le dire. Bon, moi, quand je suis revenu dedans 2 semaines après, j'ai eu du mal à comprendre. Il m'a demandé pardon écrit. pendant 3 jours, c'était très drôle. Et alors cette classe, donc elle a des fonctions qui vont chacune renvoyer un morceau de la requête. Et dans le bas, elle a un truc qui est intéressant, c'est qu'on a cette public static class special property. Donc la property, c'est est-ce que je suis sur les domaines, les labels, etc. Et voilà, donc c'est un objet qui est manipulé plus haut dans la classe. Alors, on y va? On a mis là? T'as pas peur, hein? J'ai entièrement confiance. Kotlin, je sais très bien gérer les fonctions. Déjà là, ça pédale un peu. Hein. Moi, mais c'est parce que tu n'avais pas vu qui attendait après toi. Regarde, et paf, pastèque. T'as vu, il y a du rouge. Bah ouais. Non, prends le micro. Alors, en fait, ça se passe pas très bien. Parce que comme ce sont que des définitions de fonctions, l'inférence de type, là, c'est un petit peu... C'est des définitions de fonctions dans des values, en fait. Et là, il pédale. Voilà. Alors, on voit que la première, elle n'est pas utilisée, donc on va en profiter, on va faire du ménage, on la dégage. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir aider le compilateur. Donc là, par exemple, je vois que j'ai une liste de tuples. Ça, je sais que c'est un objet Waver, c'est un tuple de 2. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir lui dire, écoute, a priori, ton paramètre, c'est une liste de tuples de 2. On sait que dans cette classe, il n'y a que des strings qui sont manipulés, donc de string. Et je pense qu'il y a quand même de fortes chances que tu renvoies un string, puisque c'est un petit peu le but du jeu dans cette classe. Et ça se passe mieux. Donc on va continuer, on va aller l'aider. Alors là, la property, c'est un string, l'order, c'est un sorting order, c'est un objet de chez nous. Et je renvoie, a priori, je ne renvoie pas un string, je renvoie une option de string. Ouais. Donc on va lui déclarer option string. Est-ce que ça se passe mieux? Ah, non, ça se passe pas mieux, parce que là, j'ai un apply. OK. Invoke? OK. Celle-ci, elle n'a pas l'air bien méchante. Ça doit être une liste de strings, parce que les clauses sont des strings. Avec un string pour le end or. Hop. Je renvoie un string, ça devrait bien se passer. Ça se passe pas bien. Alors, ça se passe pas bien parce qu'ici, j'ai un return. On est en Kotlin, donc en fait, la fonction, j'ai pas besoin de mettre un return. Par contre, si je fais ça,
Je suis pas sûre que ça marche. Non, j'ai l'impression qu'il va te renvoyer toujours l'autre La deuxième. cas. Et ben c'est tout simplement parce qu'en Kotlin, on aurait plutôt, on va déclarer le else. On va lui dire, tu évalues les deux, s'il te plaît. Voilà. Donc là, ça va beaucoup Et mieux. là, du coup, voilà, vous voyez, dans IntelliJ, il vous dit quel est le retour de la lambda. Donc là, on voit qu'il renvoie soit l'un, soit l'autre. Donc celle-ci, ça doit être ça. Celle-ci, elle m'a l'air à peu près pareille. Donc elle devrait bien se passer aussi. Allez, liste de string qui renvoie un string. Ah, T'as le même cas que tout à l'heure, regarde. ouais. Alors on Ouais. va enlever ça. Ouais. Bon, j'ai du apply qui traîne, on va Moi mettre du aussi, invoke. ouais. Voilà. Ah bah là, par contre, ça passe pas. Bon, alors on va aller voir ce qui se passe. Bah, toi, t'as même pas regardé ce qu'il te disait. J'ai bien regardé, mais je vois bien que ça ne va pas. Ça ne lui Ouais, plaît mais pas. Il est regarde pas déjà content. ce qu'il te dit. Ah, il m'a dit que privé. c'est privé. Bah oui. Ouais, c'est pour ça qu'il est pas content. Ok, on va voir. Alors là, ce qui s'est passé, c'est que vous vous souvenez de la classe qu'on avait en bas, Qui la était classe statique. Et bien, comme elle est statique, il nous a mis un joli JVM overload. Puis il nous a déclaré le constructeur, il a tout mis en private derrière. Bon, globalement, comme vous pouvez le voir, ce sont des strings et des booleans. D'ailleurs, un boolean qui n'a pas l'air d'être utilisé, mais soit. Et donc, c'est complètement éligible à une data class, on est d'accord. Ouais, surtout dans l'utilisation qu'on en fait à l'intérieur de cette classe, Donc, oui. On va faire ça. Bon, on va faire du ménage, on va dire qu'on n'a rien vu. On va enlever les privates, hein, parce que ça ne nous sert plus. Hop, le dernier, ah, voilà. Non, Et- t'en as laissé un. J'en ai laissé un. Oui. Je suis comme ça, je suis Oui. Ouais, regarde, tu l'as remis. Ah oui, j'aime bien. Ok. Et voilà. Et donc là, quand on revient, eh ben, ça se passe un peu mieux. J'avais oublié le invoke qui est là, mais voilà, on compile. Bon, vous avez l'idée. On va pas vous la faire en entier parce que Bah alors, donc tu me bâches devant tout le monde là comme ça, et en plus tu termines même pas le boulot, quoi. non, je termine pas. Tu vas faire avance accéléré. C'est super sympa. Bon. Donc ouais, on va faire avance rapide parce qu'il y a beaucoup de choses dans cette classe, mais il y a une chose qui est particulièrement intéressante, c'est Ouais. que on a fait un usage au maximum. C'est nickel, Ouais, non mais encouragez-le, vous avez raison. Ça compile, hein. Je sais pas ce que t'as fait, mais... Ouais. Oui, et donc tu t'allais dire Je disais qu'on a fait un usage assez intensif des possibilités que nous donnait Vaver. Bah ouais, parce qu'en fait, comme on était en Java 8 et qu'on fait du fonctionnel, et ben on était un petit peu bloqué par les possibilités que nous offrait le langage, et on aurait aimé faire plus de choses. Donc on a dit, bah tiens, on va utiliser une lib qui va nous permettre de faire plus de choses. Sauf qu'en passant à Kotlin, le langage nativement va nous apporter de ce qui nous manquait en partie. Alors pas sur les data types, donc option si, parce qu'on est optional, mais either, try et tout ça, on ne l'a toujours pas nativement dans le langage. Donc on va les garder dans un premier temps, mais tout ce qui est collection immutable et petits objets qui vont nous permettre de plus facilement manipuler des maps et tout ça, on va pouvoir s'en passer. Donc, comme tu sais, je suis toujours... La délicatesse ouais, incarnée. exactement. Donc en fait, je vais carrément virer les imports. Comme ça va bien se passer. Bon bah oui, oui, ça se passe bien. Non, mais au moins, je suis sûr de ne pas en oublier, quoi. Donc, les tuples. Mais en Vaver, les tuples, ça existe et ça s'appelle des paires. J'ai toujours pas compris pourquoi on n'avait pas ça dans Java par défaut. Enfin, bon, c'est pas grave. Dans Vaver, il y a pas mal de génération de code et tout. Donc, du coup, on se retrouve avec tuple de _1 pour accéder à la première valeur, _2. Dans Kotlin, c'est plus simple. C'est first. Et c'est second. Ce qui est un chouïa plus explicite, hein, Ouais. vous noterez, parce que la première fois qu'on met des gens devant des tuple Vaver, en général... C'est quoi le _1 là? Voilà. Donc voilà, donc là déjà c'est un peu mieux. Comme j'ai viré les imports, il a détecté que tuple c'était une liste puisqu'on lui a dit. Donc automatiquement il va utiliser une liste de Kotlin. Et forcément dans Kotlin il n'y a pas la liste mkstring donc qui permet de construire des strings qui est propre à Vaver. Mais par contre j'ai son équivalent qui prend en plus les paramètres exactement dans le même ordre. Join to string. Et voilà, donc j'ai déjà pu sortir ça. Vous aviez vu tout à l'heure dans une autre classe, on avait un list off.
Bon, bah ça, on n'en a plus besoin puisqu'on a tous les petits helpers qui sont enfin arrivés dans Java mais qui n'ont pas été là pendant longtemps. Donc je vais pouvoir dire que je fais un list off. Bon, évidemment, c'est plus un tuple, mais c'est une paire. Et une paire, ici. Et voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, après, c'est des petits détails. On voit que là, sur la collection, sur la string, on essaye d'appeler une fonction qui s'appelle length. On va plus passer par l'attribut size. Un truc qui est super dans les collections Waver, c'est qu'on peut faire un head option. En gros, ça veut dire ça va me récupérer le premier élément de la collection et ça va le mettre dans une option. Donc, c'est-à-dire que si j'ai une valeur, j'aurai quelque chose. Sinon, j'aurai un option de none. Donc, je vais pas cracher en essayant d'accéder à quelque chose qui n'existe pas et tout. Et puis derrière, je vais pouvoir appliquer des fonctions sur les options, donc notamment la fonction getter-else. Et ça, je vais le perdre en Kotlin. Mais bon, j'ai une manière de faire autrement. Cette manière de faire autrement, ça va être de faire un first or nul. Donc en gros, je vais dire, tu me renvoies le premier élément ou nul. Nul, j'ai juste pas envie que ça crache. Donc en fait, je vais appeler l'Elvis opérateur pour lui dire, quand tu es nul, tu vas me remplacer ça par la valeur par défaut qui est la chaîne vide. Et là, hop, ça y est, je refonctionne. Comme tout à l'heure, on a le mkstring qu'on va remplacer par du join to string. Et en fait, vous allez voir que la plupart des fonctions de manipulation de vos collections, vous allez retrouver le pendant entre des libs externes et Kotlin. Donc là, pareil, le même cas de figure, on va se retrouver à faire un first or nul, un Elvis opérateur pour pouvoir renvoyer la valeur par défaut. Je ne vais pas tous les faire parce que, en effet, cette classe, elle est un peu grande. Je peux vous montrer là, en Waver, on faisait du happen, en Kotlin, on va faire du plus. Alors faites attention, parce que plus, il y a une petite subtilité, c'est que vous renvoyez une nouvelle liste, immutabilité. Oui, donc, voilà. Donc si jamais vous faites juste plus et que vous ne renvoyez pas ça dans quelque chose, il ne va rien se passer. Voilà, il ne s'est rien passé. Ok. Je ferais bien un peu de pattern matching. Ouais. Donc, alors, Kotlin n'a pas de problème à transformer le pattern matching de Waver. Le IntelliJ n'a pas de problème à le transformer en Kotlin. Après. Côté syntaxe. Ouais, c'est un petit peu. En fait, les backquotes $ que vous voyez derrière le case, c'est la manière de Kotlin de supporter le pattern matching Waver. les fonctions de Waver. Donc, derrière. il était déjà pas d'une lisibilité de dingue en Java. Là, autant vous dire que. Et encore, c'est pas les cas les plus complexes là. Non. On en a des vachement plus beaux que ça, mais. Par contre, petite subtilité, c'est que Waver, c'est un vrai pattern matching. C'est plus un switch sous stéroïde, François, du côté de Kotlin. Ok, donc on va remplacer ça par un when. Pourquoi t'es allé à la ligne? Faut pas, c'est pas grave. On va remplacer ça par un when, et puis comme je disais que c'était pas un vrai pattern matching, je ne vais pas m'occuper de lui passer l'attribut directement. Donc on voit que le premier cas, on est en train de tester si le sort il est empty. Si c'est le cas, on renvoie une option de none. Bon, je vais faire la même chose, je vais faire sort. Alors on lui passe pas la valeur parce que dans un vrai pattern matching, on est capable d'extraire la valeur. Et là, on n'est pas capable de le faire. Et comme derrière, on va tester dans un premier temps si la valeur est nulle ou pas, mais derrière, on va aussi aller extraire les propriétés de cette valeur. Là, on ne peut pas le faire. C'est la raison pour laquelle on ne le passe pas. En fait, c'est si on avait voulu faire aussi des tests sur les types, on aurait pu tester si c'était un type de tel type d'objet ou pas et tout ça. Donc voilà. Donc là, du coup, je vais juste lui envoyer option de none. D'ailleurs, je dois même pouvoir lui faire ça en vrai. Voilà. Ah, tu veux pas? Il te faut le type. Okay. D'accord. Après, deuxième cas, on voit qu'on teste la propriété. Si elle est égale à name, on renvoie ce cas de figure-là. Donc, je vais faire la même chose. Alors, je vais peut-être pas faire tous les cas. Je vais vous montrer. Donc, je prends ma propriété. Les chaînes de caractères en Kotlin, j'ai le droit de faire ce genre de choses. Vous voyez, il l'a fait à votre place. Faites pas ça en Java, ça va pas bien se passer. Ok. Je vais tester et je vais récupérer, je vais ressortir la même chose qu'avant.
mis à part que S, il ne va pas connaître et c'est sort. D'accord ? Donc je vais faire ça pour chacun des cas que j'ai en dessous. Je vais peut-être faire le metadata property. Donc je vais tester metadata property en demandant si ça contains... Allô ? Non, tu veux pas ? Mais pourquoi ? Et tu le fais en dessous, fais pas genre. Hein. Ouais, bah, je sais bien. C'est pas à moi qu'il faut le dire, c'est lui. C'est à lui que je parle. Ah d'accord. Ah, tu lui parles. Bah, alors, fais pas genre, je le fais jamais, je le fais tout le temps. Ok, et du coup, là, dans ce cas-là, je vais lui renvoyer la valeur. Et puis comme c'est du pattern matching, à un moment, normalement, il va me dire qu'il n'y a pas tous les cas qui sont gérés. Donc, il va falloir que je lui mette un cas par défaut. Et du coup, je vais lui faire un else et lui dire que dans les autres cas, tu me renvoies ça. En lui. Ah, mais. C'est ton... Ouais, il me manque une parenthèse. Voilà. Bon, je vais aller le taper si j'irai plus vite. Ok, bon. Bon, vous vous doutez bien que celle-là, hein, je lui ai laissé le plaisir de la migrer parce que ils étaient tellement amusés à l'écrire. Ouais, j'ai François qui est là qui m'a aidé. On a bien rigolé. Donc voilà, qu'est-ce qui lui va pas encore ? Hein ? Ouais, c'est ça. Bon, voilà. Donc voilà, on a quand même quelque chose qui est plus lisible parce qu'on a fait sauter tout le côté un peu pattern matching, enfin toute la complexité du pattern matching de Vaveur qui a l'avantage d'être là mais qui n'est pas forcément le plus lisible du monde. Alors idéalement, ce qu'il faudrait en fait, c'est que maintenant on fasse une migration finale, c'est-à-dire qu'on supprime la librairie Vaveur et qu'on fasse une migration Arrow. Et on l'a pas fait jusque-là parce que tout simplement on a vraiment utilisé Vaveur un peu partout. Donc on a par exemple des DAO, des services qui remontent des listes Vaveur, qui remontent des options de Vaveur. Et ça veut dire, c'est un petit peu comme la tâche de migration finale. À un moment, il faut tout figer, il faut tout migrer d'un coup, et ça on n'a pas encore eu le temps de le faire. Alors c'est pas magique non plus. Pourtant, il bouge. Hein, Oui, il bouge, mais c'est pas magique. C'est pas magique non plus dans le sens où, effectivement, votre code, il est maintenant écrit en Kotlin. Ça veut pas dire que vous l'auriez écrit comme ça nativement en Kotlin. C'est un petit peu comme quand vous mettez du texte dans Google Trad. Il y a des chances que le sens global soit correct, mais il est peu probable que vous auriez écrit ça de cette manière si vous l'aviez écrit naturellement. Et là, c'est un petit peu la même chose. Et on a le cas, par exemple... Oui, je vais devoir... Hop, voilà. Nous, on a eu le cas avec un objet... Alors, dans un de nos contextes qui s'appelle Data API, on a un objet dataset. Et cet objet dataset, il a un endpoint qui est nullable. Ce endpoint est nullable parce que, dans certains cas, sur la commande d'ouverture de l'API, par exemple... Excuse-moi. Il assume pas que je suis plus grande que lui. Dans l'ouverture du endpoint... Arrête. Le endpoint est présent, bien évidemment. Mais quand on ferme le endpoint, on s'en fiche un petit peu de connaître le endpoint. Ce qui nous intéresse, c'est le dataset ID, puisque le endpoint est relatif au dataset ID. Et donc, forcément, quand on a fait la migration, on s'est retrouvé avec cette data class. Mais si on l'avait écrit nativement, on aurait fait usage de ce qu'on appelle une sealed class. Une sealed class, c'est une classe qui va avoir un nombre d'héritages défini. Alors, il y a une raison pour laquelle, vous savez, quand je vous ai expliqué tout à l'heure la chronologie dans laquelle on avait fait les choses, on a commencé la migration avant de passer en multitenant, parce que tout simplement, avec le multitenant, il y a un truc qui nous tombait dessus, c'est que on ne gérait plus une seule plateforme, un seul data lake, on en gérait plusieurs. Ce qui veut dire qu'on allait avoir plusieurs metastores, par exemple, et plusieurs query engines, etc. Et ça nous a permis, alors on avait déjà plusieurs query engines, mais du coup ça n'était pas géré aussi proprement. Ça nous a permis de réécrire cette classe-là et on a utilisé en fait des sealed classes pour toute cette partie multilac. Donc là on a notre sealed class query engine qui va avoir un certain nombre d'attributs qui sont communs à tous nos moteurs de requêtage. Donc on va les déclarer ici et derrière on va venir déclarer les data classes qui vont bien, qui sont autorisées. Et donc là, on a une data class Hive, une data class Impala, une data class Drill. Elle redéfinit son storage, son workspace, mais bon, comme toutes les autres, elle a un driver, une URL, etc.
Et ça, c'est hyper intéressant parce que notamment après, quand vous allez faire du pattern matching, il va vous dire s'il a tous les cas qui sont couverts ou pas. Voilà. Et puis, ça vous donne un design qui est quand même un petit peu plus élégant. Non, je veux bien que tu me remettes. Non, moi, je veux que tu montes tes copines. Ouais, mon slide, trop bien. Je suis trop fière. Donc, il faut pas oublier que vous êtes en train de changer le langage, que Kotlin va vous amener des possibilités que vous n'aviez pas en Java et qu'il va pas falloir, il faut pas hésiter à vous en servir. Alors, il y a quelques trucs super sympas dont vous avez nécessairement entendu parler, mais on va vous montrer des petits exemples. Donc, nous, par exemple, on a une classe tenant details. Cette classe, elle va servir à récupérer la plateforme et le realm du client. Et là, on a ce qu'on appelle une extension function. C'est-à-dire que la classe HTTP Servlet Request, c'est pas à nous. C'est pas la nôtre, hein. Mais moi, j'avais besoin de rajouter une méthode tenant details dessus et je peux le faire avec une extension function. Et dedans, je vais pouvoir mettre le code qui m'intéresse et appeler cette méthode dans le reste de mes contrôleurs. Comme si elle faisait partie de l'API finalement. Donc ça, c'est un truc super sympa. En gros, vous faites request.tenantDetails et ça marche comme si c'était déjà implémenté dans HTTP Servlet Request. C'est trop cool. Et là, c'est moi qui ai fait mes muses avec François, c'était drôle aussi. Donc là, on a une seal class qui est un GraphQL scalar. Donc c'est un objet qui va avoir un certain nombre de propriétés. Et cet objet-là, il est un petit peu particulier dans le sens où les seules manipulations que je vais en faire, en Java, ça aurait été des singletons. En fait, je vais faire des instances qui seront déclarées qu'une fois, que je vais manipuler à chaque fois. Et donc là, je peux déclarer un object. Et vous voyez, je fais appel à mon constructeur de ma seal class et du coup, c'est super simple, super lisible. Donc en gros, tu as défini le comportement par défaut dans la seal class. Voilà, avec mes méthodes. Et dès que tu as un nouveau type de scalar, tu as juste à aller le déclarer en dessous. Et j'ai accès à toutes les fonctions de la seal class. C'est pas trop la classe ? Ouais, carrément. Voilà. Alors, côté test, comment ça se passe ? Ça se passe bien. Ça se passe. Ouais, non, mais vraiment plutôt bien. On a. Qu'est-ce qu'on a Alors nous, on avait du Mockito, ouais. comme sûrement beaucoup d'entre vous. Ouais, on est des développeurs expérimentés, c'est comme ça qu'on dit. Enfin, chez nous, ils disent qu'on est vieux. On doute beaucoup de notre code, alors on teste beaucoup. Donc voilà. En fait, on utilise Mockito, on utilisait Mockito massivement, mais on a été un petit peu déçus du support de Mockito parce qu'il n'y a pas de support officiel en fait. Il y a juste un petit wrapper qui existe et bon. Mais qui est maintenu par quelqu'un. Enfin voilà, c'est un petit projet. C'est pas du tout un projet officiel. Hein, c'est quelqu'un qui a fait ça pour dépanner quoi. Ça a le mérite d'être là, d'exister et ça permet de migrer sans avoir à tout retoucher, sans aucun souci d'ailleurs. D'accord, donc c'est vraiment, l'intérêt il est quand même là, hein, de pouvoir migrer vos codes, vos tests sans avoir à faire un refacto de dingue. Mais bon, donc nous on a été chercher ce qui se faisait côté Kotlin et on est tombé sur Mock et moi je suis tombé juste amoureux. Il n'y a aucune conférence qui a voulu prendre mes présentations sur Mock, mais c'est pas grave, j'en parle là, du coup. Il n'est pas du tout aigri là-dessus, ça se passe bien. Et donc, en fait, cette classe, elle va vous permettre de faire du mock, du stub, du spy et tout ça. On déclare très facilement un mock avec un constructeur en lui donnant le type du mock à créer. On peut aussi passer un objet déjà existant dans le constructeur du mock et il va automatiquement créer un mock. Et il y a des annotations si vous préférez les annotations. Il y a des annotations si vous préférez des annotations, évidemment. On va avoir des slots pour capturer des valeurs et s'en resservir. Le petit truc à savoir, c'est qu'il va falloir nettoyer les mocks entre chaque test. Et puis là, vous pouvez donner des comportements par défaut, comme vous l'auriez fait avant, pour l'ensemble des tests. Et capturer les valeurs des mocks, des slots et les réutiliser. Donc là, on voit qu'en dessous, pour ce test-là, je moque un comportement supplémentaire. Et alors, je ne sais pas vous, mais alors moi, je trouve que cette syntaxe est beaucoup plus explicite. Hein. Le every tel appel, soit c'est un returns, soit si on est en train d'essayer de capturer la valeur, on va faire un answers. Personnellement, je trouve que c'est plus lisible. Je l'ai perdu. Ah, là. Et donc, quand j'appelle et que je veux tester, notamment quand j'ai capturé des valeurs, s'assurer que c'est bien la bonne valeur qui a été passée et tout, je vais pouvoir utiliser Verify et vérifier que ma méthode create dataset, elle a bien été appelée avec le tenant details qui va bien et la valeur que j'ai enregistrée en amont. Autre chose que je peux m'amuser à faire, c'est tester le nombre de fois qu'une méthode a été appelée. Voilà, elle a été appelée exactement une fois. Ou pas du tout. Ou pas du tout. Voilà.
Donc voilà, ça c'était pour vous présenter un peu ce qui est possible en test. Alors, comme on fait du Spring Boot, on teste des contrôleurs aussi et là on était un petit peu bloqué parce que il y a une bonne intégration de Mockito dans Spring Boot et on avait possibilité de faire l'injection des dépendances des contrôleurs avec les mockbeans et tout et ça n'existait pas. Ça n'existait pas jusqu'il y a un mois, je pense à peu près. Et nos copains de Ninja Squad et Jean-Baptiste. J'envoie des cœurs à Ninja Squad. Et à Jean-Baptiste Nizet qui a créé, qui a réimplémenté la même chose pour Mock. Et du coup, depuis un mois, on peut faire exactement la même chose, réinjecter nos bins directement dans nos contrôleurs de la même manière qu'on le faisait avec Mockito. Et nous, ça nous a permis de supprimer complètement Mockito de nos dépendances et de tout faire au travers de Mock et puis de continuer à travailler, à tester nos contrôleurs comme avant, quoi. Voilà. Alors il y a quelques temps, Guillaume a demandé sur Twitter, quand on a réfléchi à la presse, s'il y avait des questions que vous souhaiteriez voir abordées. Donc on en a choisi quelques-unes. Est-ce que la null safety était un gros problème ? Personnellement, je dirais que non, mais parce que nous, on est un peu des gros ayatollahs de l'immutabilité. Donc quand on voit des nuls, on devient agressif. Donc on n'en avait pas beaucoup dans notre code. Néanmoins, comme vous avez pu le voir, on fait du Hive, du Impala, du tout ça, et on est dépendant d'API. On est dépendant d'API telles que celle d'Hadoop, etc., qui, alors, elles, vous renvoient du nul à foison. Donc, c'est à ce niveau-là où ça a été pénible. C'est celles qui nous ont demandé, d'ailleurs, un peu plus de boulot. Ouais. Bon, après, en effet, le langage vous permet de gérer la null safety de manière assez sympa. Après, moi, je suis plutôt fan des data types. Je préfère utiliser des options que les points d'interrogation et tout. Mais là, après, c'est vraiment juste une question de choix, quoi. Après, une question sur l'outillage, parce que vous l'avez vu, on a fait la présentation et les conversions de code avec IntelliJ. Mais est-ce qu'il y a d'autres alternatives ? Oui, évidemment, Kotlin est supporté dans Eclipse. Dans Sublime, on peut quand même faire des choses. Alors, vous aurez sûrement pas les outils pour vous aider à faire la conversion. Parce qu'il y a un truc qu'on vous a pas montré aussi, mais c'est que vous pouvez vous créer votre classe Kotlin et si vous vouliez récupérer une méthode Java qui vient de je sais pas où, vous la copiez-collez et là que le IntelliJ va vous dire tu veux pas que je te la passe en Kotlin et bim, il la passe pour vous. Donc effectivement, ça c'est des fonctionnalités que vous n'aurez pas si forcément vous dans passez vos autres idées. Mais bon, donc Eclipse, Sublime, VS Code, Atom, ils ont tous des outils qui existent, plus ou moins aboutis. Voilà. Donc c'est possible de faire du Kotlin dans autre chose que IntelliJ IDEA. Alors, est-ce qu'il y a des fonctionnalités du langage qu'on a surutilisées ? Je ne crois pas du tout. Je pense plutôt que c'est le contraire. Parce qu'en fait, quand vous faites la migration, bizarrement, notre boss n'était pas d'accord quand on lui a proposé de tout figer pendant 6 mois pour réécrire parfaitement l'application. Donc, déjà, en général, ce qui se passe, c'est que vous montez en compétences sur Kotlin, parce que n'en déplaise aux recruteurs, il n'y a pas de développeur senior Kotlin. Oh, pardon, je l'ai faite. Excusez-moi. Et donc, nous, ça nous a permis de monter en compétence sur le langage. Ça fait que vous découvrez le potentiel, les fonctionnalités qui vont bien. Et puis, vous pouvez pas tout changer d'un coup. Donc, ce qui nous arrive, nous, régulièrement maintenant, c'est que quand on développe une nouvelle story, on en profite justement pour dire « Ah, mais là, on aurait pu faire une extension function, donc on va la mettre, etc. » Donc, ça va se faire progressivement. Mais clairement, je ne dirais pas que nous avons surutilisé les fonctionnalités, les possibilités du langage. C'est plutôt l'inverse. Oui, notamment parce qu'en fait, on avait une grosse masse de code à migrer et que quand on s'occupe de migrer une classe qui fait 100-200 lignes et que c'est pas l'objectif premier de la story, on la laisse, façon Google Trad, quoi. Voilà. Ça, c'était tout pour les questions qu'on nous a posées. Est-ce que vous en avez ? Il nous reste 2 minutes. Et on a pris les t-shirts à faire gagner ? Oui. On a des t-shirts à faire gagner. Si vous avez des questions. On a 2 t-shirts. Bon. Il y a 2 questions. De toute façon, il y a 2 minutes. Voilà.
Au niveau des tests, vous êtes resté sur JUnit, tout l'écosystème plutôt Java, ou vous avez basculé plutôt vers Kotlin Test, d'autres frameworks d'assertion? Non, JUnit 5. Ouais. Et on a du SRJ encore. Vous étiez déjà en JUnit 5, parce que c'est vrai qu'en JUnit 4, c'est plus problématique. Non, mais en fait, on en ça a marchait très profité. bien. Ça marchait, hein. Ouais. Par contre, nous, on en a profité pour passer en 5, Ouais. mais en vrai, on aurait pu s'en passer. D'accord. Tu viendras chercher ton t-shirt parce que sinon. Ouais, c'est un peu trop lourd. Voilà. Il a fait du rugby, le monsieur. Hein. Il est, Pas du basket. C'est pas en hauteur. Une question ici. Merci pour le talk. Pendant la migration, vous avez converti des fonctions qui prenaient des predicates pour prendre des lambdas. Du coup, ça se propage aux appelants, enfin, j'imagine. Comment vous avez coupé en fait la propagation pour pas avoir à convertir de fil en aiguille la moitié de votre code sur au premier shot? Oui, il y a des fois, on a fait toute la chaîne. Ouais. Il y a eu des endroits où on n'avait pas d'autre choix que de taper jusqu'en bas. Après, on arrive à quand même assez bien isoler nos API. On essaye de remonter des choses. Voilà, les predicates, quand on les utilise généralement en interne d'une classe. On ne va pas permettre à des choses qui sont à l'extérieur de nous balancer ce genre de trucs. Donc sur ce cas précis, on n'a pas eu. Mais par exemple, quand il a fallu insérer la partie avec les tenants, c'est de l'information qu'on récupérait d'en haut et qu'on avait besoin d'avoir jusqu'en bas. Jusqu'au Mongo. Donc, nous, on a décidé de le passer sur toute la couche. On a d'autres collègues qui l'ont fait en le récupérant au travers du contexte derrière Spring. Après, nous, on savait qu'on avait des appels qui étaient, pour le coup, un peu asynchrones et multithreadés, qu'on risquait de pas être dans le même contexte et de pas avoir l'information. Donc voilà, dans ces cas-là, on n'avait pas le choix, on a fait toute la chaîne. Donc ça dépend des contextes. On a essayé de limiter au maximum, en effet, ce genre de truc. Mais de par le design du code en priorité, en fait. il y a la tablette, elle clignote, je crois qu'elle va Je crois que exploser. c'était terminé. Et 2 questions, 2 minutes, 2 t-shirts. C'est fini parfait. pour nous, mais on est sur le stand derrière. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous voir. On est là jusqu'au milieu d'après-midi. Merci beaucoup. Merci.